Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Kevin Tauzet, Portfolio Advisor et membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour Kevin. Bonjour Laurent. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler du fonds Carmignac Émergent, fonds créé en 1997, donc déjà un beau track record et qui, comme son nom l'indique bien, c'est pas le cas de tous les fonds, mis sur le potentiel des économies émergentes. Et là, je m'arrête tout de suite. Kevin, qu'est-ce que c'est pour Carmignac une économie émergente, justement? Alors, c'est vrai que pendant longtemps, une économie émergente, elle a été définie par, on va dire, son niveau de richesse, qui était mesuré par le PIB par habitant. Alors ça date. C'est un peu old-fashion. Exactement. Aujourd'hui, on va plutôt regarder d'autres indicateurs, parce que cet indicateur-là, on a aujourd'hui des économies dites émergentes. Je pense à Singapour, au Qatar, qui ont des niveaux de richesse de PIB par habitant, qui sont plutôt parmi les mieux-disants des pays dits développés. Ce qu'on regarde, nous, chez Carmignac, c'est plutôt des niveaux de croissance économique et des taux de croissance économique. Et ça, c'est important, notamment quand on gère un portefeuille action. Pourquoi ? Bien parce que, toute chose égale par ailleurs, le PIB, la croissance du PIB nominal, elle se retrouve dans la croissance des résultats. Donc, ça donne un univers qui est quand même très large. Ça couvre à peu près 6,5 milliards de la population mondiale, à peu près 40% de la richesse mondiale, en la mesurant par le PIB. Et donc, c'est un univers d'investissement qui est très large, beaucoup de valeurs. On l'a dit, un effet richesse qui est important. C'est une part très importante des marchés de capitaux mondiaux également. Alors, il y a les taux de croissance, mais il y a aussi des risques qui sont attachés à ce potentiel de croissance qui est important. C'est des économies qui ont tendance à avoir une dynamique, on va dire, plutôt régionale. Ça peut être des marchés qui peuvent être plus volatiles, plus sujets, on va dire, aux externalités, aux flux de capitaux. Mais ça se gère, et notamment quand on est un gérant actif comme nous le sommes chez Carmignac. Bon, ça se gère. Justement, il y a quand même une grande histoire, Kevin, sur les marchés émergents. Ça a été la grande histoire en termes d'investissement dans le début des années 2000. On en a beaucoup parlé, ça marchait très bien. Il y a eu une crise. Et puis, il faut être honnête, ça fait plusieurs années qu'on nous annonce le grand retour des émergents. Et puis, ça ne se passe pas vraiment. Est-ce que cette fois, c'est différent? Quelles sont les raisons d'y croire? Alors, à court terme, on traverse un environnement qui est quand même compliqué pour tout le monde, difficile, on va dire. Exactement. Et pour les économies développées, et pour les économies émergentes, et sur l'ensemble des marchés financiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des incertitudes sur la croissance, des incertitudes sur le rythme de normalisation. Le resserrement monétaire. Exactement. Le rythme de normalisation monétaire. Alors, quand on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire que là où nous, Européens, ou dans les économies dites développées, on est en train de mettre un tour de vis, moins de stimulus budgétaire, moins de stimulus monétaire, eh bien, on a des économies, notamment des grands moteurs de l'économie mondiale, mais des économies émergentes, et notamment la Chine, qui ont tendance à mettre en place des politiques plus contracycliques. Et c'est ce qu'on voit depuis le début de cette année, c'est qu'on a la Chine qui est en train de stimuler son économie. Exactement. Et ça, c'est vrai sur sa politique monétaire, plutôt une tendance à avoir baissé les taux cette année, et puis qui fait davantage et qui accélère sur ces mesures de relance budgétaire également. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà vues par le passé, en 2013, en 2016 notamment. Alors, il y a d'autres économies émergentes qui se portent bien, et notamment celles qui sont exportatrices de matières premières. On comprend bien dans le contexte actuel où il y a quand même un renchérissement du prix de ces matières premières, qu'elles soient liées à l'énergie, mais aussi à la transition énergétique. Et d'ailleurs, c'est un facteur qui me semble assez intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui une vraie complémentarité dans ces économies émergentes. C'est-à-dire la Chine qui est, on va dire, qui vit sa vie, qui est un bloc autonome, voire une classe d'actifs à part entière. Seule, Exactement. On a des économies manufacturières qui, elles, vont plutôt produire et exporter des biens manufacturiers, et puis des économies exportatrices de matières premières. Et donc, on comprend bien que quand on construit un portefeuille, même dans un environnement où on a peu de visibilité, c'est intéressant d'avoir cette exactement, ces différents blocs-là, ils sont particulièrement utiles. Alors après, il y a l'aspect valorisation. Alors, comme vous le soulignez, il était vrai il y a quelques années, il est encore plus vrai aujourd'hui. Il y a quand même des éléments qui interpellent. Quand on regarde le niveau, par exemple, des indices d'actions chinoises, ils sont aujourd'hui sur les mêmes niveaux qui prévalaient en 93. Le PIB chinois, il était 40 fois inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. De 93. Exactement. On a même des sociétés chinoises qui sont cotées aux États-Unis, qui traitent sur des niveaux de valorisation, dont la capitalisation boursière est inférieure au niveau de cash qu'elles ont sur leur bilan. Donc, une valorisation à la casse. Exactement. Alors après, est-ce que c'est différent cette fois Il y a quand même des facteurs qui sont différents, c'est-à-dire qu'on a vu dans les économies émergentes une forme d'orthodoxie budgétaire et monétaire.
on parle encore une fois beaucoup du cycle de resserrement monétaire en ce moment. Il y a beaucoup d'économies émergentes qui ont commencé ce cycle de resserrement monétaire bien en amont, dès la fin de 2020. Et donc on comprend bien que voilà, si on tend vers moins de croissance à terme, ça sera sans doute les premières à pouvoir adopter des politiques monétaires accommodantes, et ça devrait venir soutenir ces actifs risqués, clairement. Et puis il y a un autre aspect qui est les flux de capitaux. Eh bien, on a quand même beaucoup moins d'excès que ce qu'on a pu avoir par le passé, notamment sur ces aspects-là, et donc voilà, moins de risques de voir des sorties massives de capitaux de ces économies dites émergentes. Ça fait plusieurs bonnes raisons. Si je reviens au fond, comment est-ce qu'il s'est comporté en termes de performance depuis sa création ? Alors, depuis sa création, en termes de performance annualisée, on est autour de 8%, contre un indice qui est plutôt autour de 4%. Donc, voilà, une réelle génération d'alpha, pour reprendre notre jargon, une réelle surperformance. Comment est-ce que cette surperformance, elle s'est faite ? Elle ne s'est pas faite non plus en prenant, on va dire, trop de risques. C'est-à-dire que si je regarde, par exemple, des aspects ou des critères comme la volatilité ou la baisse dans des phases de marché difficiles, c'est plutôt une stratégie qui a plutôt bien résisté dans ces phases-là. Exactement. Donc, moins de volatilité. Après, on peut regarder différents ratios, Sharpe, sortie, Calma, etc. Et on voit que c'est un fonds qui se positionne dans le premier quartile sur 3 ans, sur 5 ans, sur tous ces différents ratios-là, donc qui conjugue bien, on va dire, cet aspect moteur de performance et gestion des risques également. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On va sélectionner des entreprises qui évoluent dans des pays qui ont plutôt des bons fondamentaux économiques, qui sont, on va dire, moins sujets à subir. Exactement, à de l'instabilité. Alors elle peut être politique, des pays avec des balances des paiements qui sont bien orientées, pas trop d'inflation. Et puis on va regarder sur des secteurs qui sont, on va dire, sous-pénétrés, où il y a un potentiel de croissance qui est important. Justement, si on rentre dans le détail, si on regarde le moteur, quelle qualité doit présenter une entreprise pour faire partie de cette sélection Carmignac émergent ? Alors, on regarde ce qu'on appelle les entreprises qui ont ce qu'on considère, nous, des bons fondamentaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des entreprises qui sont faiblement endettées. C'est d'autant plus important dans le cadre dans le contexte actuel de remonter des taux d'intérêt. C'est plus, on va dire, plus adéquate ou plus à même de surperformer en investissant sur ces entreprises qui sont faiblement endettées. On regarde des entreprises qui ont des flux de trésorerie qui sont positifs aussi, c'est-à-dire que voilà, globalement, elles produisent plus d'argent qu'elles n'en consomment. Et ça aussi, c'est particulièrement utile. Ça peut permettre à ces entreprises, par exemple, de mener des stratégies qui sont un peu contracycliques. Et puis, encore une fois, historiquement, ce type d'entreprises-là, elles ont plutôt bien résisté dans les phases de crise. Et Dieu sait qu'il y a eu des crises sur les marchés émergents. On pense à 2011, 2013, 2015, 2020. Eh bien, quand on investit sur des entreprises qui ont, on va dire, moins besoin à faire appel à des marchés de capitaux dans des phases compliquées, eh bien, elles ont un coût du risque qui est moins important et donc elles ont tendance à surperformer leur pair. Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, Kevin, mais est-ce qu'il y a des zones géographiques, des secteurs que vous allez privilégier ou au contraire, vous allez finalement tirer profit de l'extrême richesse et diversité des sociétés que vous rencontrez dans un univers d'investissement, vous l'avez expliqué, au final, pas du tout homogène. Oui, alors oui, c'est-à-dire qu'en termes de zone géographique, où est-ce qu'on va aujourd'hui se concentrer, où est-ce qu'on va aller investir plutôt en Asie et plutôt en Chine, pour les raisons que j'ai exprimées précédemment, c'est-à-dire ces mesures de relance, cette approche un peu contracyclique dans ce dosage macroéconomique. Ça tombe bien parce que la Chine, c'est aussi le deuxième plus important marché d'action au monde, il y a beaucoup de choses à y faire. On peut y combiner et des sociétés qui donnent beaucoup de visibilité, parce qu'elles ont le soutien, par exemple, des autorités chinoises ou sur des plans de développement pluriannuels. On a aussi des sociétés qui sont très faiblement valorisées. On en a parlé notamment ces sociétés cotées aux États-Unis. On va également investir en Amérique latine. Pourquoi ? Pour toute cette dynamique, notamment liée à cette appréciation du prix des matières premières. Et là aussi, ça va aider certaines de ces économies et certains secteurs et certaines valeurs au sein de ces économies-là. En Europe, on va un peu moins y investir aujourd'hui, parce que il y a des marchés qui sont quand même déjà relativement chèrement valorisés. Et puis et en Afrique également un petit peu moins aujourd'hui, en tout cas sur la partie action.
peut avoir quelques exemples rapidement de ces sociétés peut-être ? Oui, bien sûr. Alors, en termes de secteur, je le disais, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller investir sur des segments, des secteurs qui sont à être sous-pénétrés. Hein. Et ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a un taux de croissance qui est encore plus fort, plus fort, soutenu. exactement. Et donc, on va regarder, par exemple, une thématique comme la bancarisation de certaines économies émergentes. Et on voit, quand on fait des ratios sur, par exemple, le taux des prêts par rapport à la taille d'une économie, eh bien, on voit que certaines économies émergentes ont encore un grand chemin à faire, un grand chemin à parcourir pour se retrouver au niveau de certains de leurs pairs émergents ou certaines économies développées. Et donc ça, on va investir, par exemple, en Amérique latine, sur le secteur bancaire notamment. On peut penser à d'autres tendances de long terme, comme le commerce en ligne, par exemple. Hein, là aussi, en Amérique latine, on a des taux de pénétration du commerce en ligne qui est bien inférieur, on va dire, aux mieux-disants mondiaux qui se situent plutôt en Asie. Et donc là, on trouve des valeurs, des leaders des paiements en ligne ou du commerce en ligne en Amérique latine. Donc ça, c'est sur ce qui est propre à la sphère émergente, mais on a aussi dans le monde émergent des leaders mondiaux. On peut penser par exemple à des entreprises comme Samsung, comme LG Chem par exemple, qui sont des leaders mondiaux sur tout ce qui est lié à la mémoire par exemple, aux batteries pour le véhicule électrique, avec à peu près 25% par exemple des parts de marché mondiales sur ce segment-là. Et donc on comprend bien le dynamisme dont peuvent bénéficier ce type de valeurs sur des thématiques d'aussi long terme comme celui par exemple du véhicule électrique. Quand je vous écoute, Kevin, je me dis, sans vouloir opposer d'ailleurs forcément les deux styles de gestion, je me dis que c'est quand même vraiment un sujet, les émergents, plutôt à confier à un gérant qui a une gestion passive de type ETF, justement pour aller chercher ces différentes opportunités là où elles se trouvent. Oui, tout à fait, parce que justement, on a un univers qui est extrêmement hétérogène, avec des dynamiques qui leur sont propres, hein, certaines plus exposées au cycle mondial, certaines plus exposées à une spécificité locale. Hein. Encore une fois, on pense à la Chine, sur des thématiques comme le vieillissement de la population chinoise, par exemple. On comprend bien que c'est beaucoup moins corrélé à la trajectoire de croissance mondiale ou chinoise en tant que telle. Et donc ça, on peut clairement en bénéficier quand on est un gérant actif à certains moments du cycle. Et puis à d'autres, il convient de se réexposer plus largement pour dynamiser la performance d'un portefeuille comme celui de Carmignac Émergent. Alors, dernier point, mais pas des moindres, on parle souvent ESG, critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, c'est désormais un vocable connu par les gens qui nous regardent en tendance de fond, mais Carmignac Émergent est article 9, au sens de la réglementation européenne SFDR, pour faire simple, parce qu'on ne va pas rentrer dans l'explication de cette nouvelle réglementation, c'est le plus exigeant en termes d'investissement responsable. Oui, alors tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un objectif, d'avoir un fonds qui est article 9 au sens de la réglementation SFDR? Ça veut dire qu'on a un objectif lié au développement durable et que cet objectif-là, il est intégré à chaque étape du processus de gestion. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un porteur du fonds Carmignac Émergent? Ça veut dire que typiquement, on investit à minima 50% du portefeuille dans des entreprises dont à minima 50% des revenus sont liés à ces objectifs de développement durable. Ça veut aussi dire, par exemple, en termes d'empreinte carbone, on a une empreinte carbone qui est de 1/3 celle des indices, qui soient des marchés émergents dans leur ensemble ou même des marchés émergents à faible carbone. Et bien voilà, le potentiel de croissance des économies émergentes est accessible grâce à ce fonds. Et ce fonds, je le rappelle, c'est Carmignac Émergent. Merci Kevin pour cette présentation. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.